Bonsoir à tous. D'abord, merci à Ariel Danan et à Jean-Pierre Riom, sans lesquels on ne pourrait pas tenir ce cycle dans les conditions dans lesquelles nous devons travailler aujourd'hui. Et nous allons donc ouvrir cette nouvelle séance. Vous connaissez l'expression rire sardonique. Elle nous vient de l'Antiquité, d'un temps où se pratiquaient communément les sacrifices humains. Ceux des enfants offerts à Baal ou bien d'autres divinités païennes, dont une certaine symbolisée par un bélier. Mais on en a trouvé des indices, des traces partout, depuis les peuples du nord de l'Europe jusqu'aux civilisations précolombiennes, ainsi récemment dans certains vestiges péruviens. À leur rencontre, nous savons ici même que l'Akéda, la ligature d'Isaac au chapitre 22 de Béréchit, consigne à l'épreuve à laquelle fut soumis Abraham. Elle consigne la sentence en jugement que le Dieu du monothéisme hébreu installa à cette occasion l'inscription de ce moment séminal d'un déplacement civilisationnel, la fin des sacrifices humains. Elle fut scellée, là, cette fin, dans le non-sacrifice d'Isaac pour la postérité, inscrite au préambule de l'humanisation de l'homme. Et toutes les nations de la terre seront bénies par ta postérité, en récompense de ce que tu as obéi à ma voix. Béréchit 22, 8. Mais à l'écoulement lent du temps long, tout en veulent-elles vraiment est une autre affaire, mais j'anticipe. Revenons au rire sardonique. S'il y avait des sacrifices d'enfants, il y avait, on y prête moins attention, des sacrifices de vieillards, des meurtres rituels, des personnes âgées, en offrande à Chronos, selon une tradition rapportée par Timée de Tauroménéon. Jugées inutiles, ces vieilles personnes étaient jetées vivantes dans un trou ou battues, flagellées à mort. Ça se passait il y a 3000 ans, par exemple, dans la Sardaigne pré-romaine. Selon les Sardes de ces temps-là, ils avaient assez vécu. À ces vieillards, on leur faisait ingurgiter une herbe neurotoxique qui déformait les muscles de la bouche. Et voilà notre rire sardonique de Sardaigne. Nous avons évoqué l'Akéda en déplacement paradigmatique civilisationnel. Eh bien, le Tanar, la Bible, consigne autre chose encore, un point de capiton concernant le grand âge. Dans la Bible, une longue vie est considérée comme une bénédiction. Voir Isaïe 65-20 ou les psaumes 92-15. Et le texte biblique enjoint de se lever en présence de la vieillesse et d'honorer la face du vieillard, tel le Lévitique 19-32. La halakha indique que l'on doit faire montre de respect à l'égard de toute personne âgée de 70 ans et plus et de se lever en sa présence. C'est que les entités hébraïques, les anciens étaient, dans ces entités hébraïques, les anciens étaient investis d'une autorité spécifique, dérivant du respect dû à leur sagesse et à leur expérience. Sagesse et expérience, notons-le, qui se distinguaient en mérite d'âme et en richesse de jugement de la simple fonction du juge. Rien là, vous le comprenez, en lien avec un culte des ancêtres, comme on en trouve dans les civilisations asiatiques, la Chine, le Vietnam, la Corée, ancêtres intercesseurs entre le monde des vivants et celui des morts. Et rien non plus avec l'évocation des mânes, des ancêtres morts vénérés dans la Rome antique. L'étalonnage et la référenciation sont dans la pensée hébraïque ceux de la vie humaine concrète, de la vie vivante, si on doit dire. À l'époque talmudique, le titre d'ancien fut identifié avec l'érudition. Et le Talmud déclara que l'hébreu zaken, pour vieux, était un acronyme de « il a acquis la sagesse ». D'où le dicton en déclinaison « pour l'ignorant, la vieillesse est comme un hiver, pour celui qui s'est appliqué à l'étude, c'est le temps des moissons ». Double linéament du monothéisme éthique et double saut de civilisation pour cette région du monde, à l'aube et au crépuscule de la vie. Protection de la vie naissante, respect de la vie rassasiée.
Tacite, qui servit au banquet barbare de la future roture nazie, la légende nobiliaire ancestrale de Germania, goûtait contre ce qu'il appelait la mollesse civilisée de Rome, la férocité des tribus du Situ Germanorium d'outre-Limès. Tacite, à la prose comme un acide corrosif pour tuer, remarque que nous devons à Victor Hugo, s'insurgeait déjà en ricanement du monothéisme éthique. Dans l'inventaire des traits acerbes ou dédaigneux portés contre les Juifs, il en est un qui fait dresser l'oreille. Il regarde comme un crime de tuer un seul des enfants qui naissent dans l'histoire. 5, 4 et 5. Sade, défiant les Lumières et leur fille de 89, bien trop chrétienne à son goût, honora Sparte et le légendaire gouffre des apothètes où étaient précipités les mal bâtis. Hitler prit le relais dans son Mein Kampf en 26 et encore en 29. Si l'Allemagne devait avoir 1 million d'enfants par an et se défaire des 7 ou 800 000 les plus faibles d'entre eux, il résulterait peut-être au final un accroissement général de notre force. Le turiféraire de l'eugénisme, Franz Lenz, épaule son chef en expertise scientifique. On a largement pratiqué dans l'Antiquité classique l'élimination des enfants et cette pratique était libre. Cette coutume semble avoir été un caractère de la race indo-germanique. Alors, pour faire suite cohérente et terminale à ce déchaînement de liquidation permanente, selon l'expression d'Imre Kertész, le fureur des médecins nazis, Gerhard Wagner, pouvait en 1943 administrativement prépositionner « Nous refusons fermement de considérer comme un idéal une situation où nous aurions des myriades de camarades de race, âgés, malades et invalides, dans nos provinces allemandes, pour la simple raison qu'il est désormais scientifiquement possible de prolonger artificiellement la vie. » Vous entendez dans quel écho du conflit entre civilisation de vie et civilisation de mort qui fait soubassement à notre cycle sur les crises civilisationnelles contemporaines, l'intitulé de notre sujet de ce soir, là où il prend sa place et sa pertinence. Entre éthique de vie et jouissance de mort qui ont hanté les siècles européens, conflit qui a explosé en crise de l'esprit et de la foi au XXe siècle, comme en donna l'indication Karl Jasper dans La culpabilité allemande. Nos amis Jean-François Bronstein, Monette Vacquin, Dominique Folscheid ne manquèrent pas lors de séances antérieures ce qui se tramait du côté de la conception et de la naissance. Allons maintenant écouter ce qui peut se balbutier et se bricoler à l'autre bout du chemin de la vie. Pour nous en entretenir et ouvrir la réflexion, nous accueillons Philippe Abastado, cardiologue, clinicien, directeur de recherche en épistémologie appliquée à la médecine à l'Université de Paris 7 Denis Diderot. Philippe Abastado a mis son art en premier au pôle de la cardiologie, en socle initial, d'où aller vers les plus sérieuses réflexions humanistes et d'éthique de vie, et cela en restant au chevet de la personne humaine. Ceci ne devrait pas nous surprendre. Le cœur qui fait son domaine de clinicien n'est-il pas pour les autres épistémées, celles de la poésie et de l'herméneutique, avec leur vérité métaphorique et leur vérité de sens, le lieu des qualités morales et des émotions, des passions, de la volonté, de l'intelligence? Toute chose à quoi il s'attache par ses écrits. Le cœur n'est-il pas symboliquement la résidence de l'amour et la forteresse du courage? Philippe Abastado est l'auteur de nombreux ouvrages qui articulent connaissances cliniques, épistémologie, phénoménologie et éthique. Citons du plus clinique au plus épistémologique, par exemple les maladies cardiovasculaires pour les nuls, ou aussi son article cardiologie dans le dictionnaire culturel en langue française d'Alain Ray. Citons encore cholestérol, maladies réelles et malades imaginaires aux empêcheurs de penser en rond. L'impasse du savoir, essai d'épistémologie médicale.
naissance de l'humain en peinture, une aventure picturale du 15e au 19e siècle, parue à l'âge d'homme en 2015. Et puis, en 2018, le dernier déni, craignons-nous plus la maladie que la mort, aux éditions Albin Michel. Merci à lui de nous avoir rejoints dans nos interrogations. À toi, Philippe. Merci, Rabbi. Tu as très gentiment noté que je suis médecin, que je suis clinicien, et actuellement, les malades se sont énormément étendus en classe d'âge, et comme clinicien et au chevet des patients, on entend souvent une question: pourquoi vivre quand on est vieux? Pourquoi vivre quand on est vieux? C'est une question fondamentale, très fréquente, et le philosophe devrait être avide de ce sujet. 15% de la population mondiale, soit environ 1,2 milliard d'individus en 2020, donc ont plus de 60 ans. 20% de cette population mondiale, donc en 2020, en 2030, aura plus de cet âge. Pour la seule France, en 2023, donc aujourd'hui, il y a 20 millions d'individus qui ont plus de 60 ans. Donc la question « pourquoi vivre quand on est vieux ?» n'est pas une question accessoire, c'est une question fondamentale que se posent des millions d'individus. Il faut toujours une définition quand on parle de quelque chose. Prendre une définition pour définir quelqu'un de vieux, c'est un peu artificiel. J'en propose une justement parce que je ne la veux pas, que je n'y crois pas. La définition que je propose, c'est un état débutant avec le sentiment de perte d'utilité sociale et s'estompant un an avant la mort. Pourquoi cette dernière année? Eh bien, cette dernière année est malheureusement dominée par la maladie, par la souffrance, et la question de pourquoi vivre n'est plus à l'ordre d'actualité, des urgences dominent. Ma définition mauvaise intègre les grands vieillards, tous les êtres handicapés, mais refuse la barrière d'âge, tout comme celle de dire vieux, celui qui se sent vieux. Celui qui se réclame de ce statut n'exprime souvent qu'un sentiment négatif, qui pense que les autres vont dire non, non, tu n'es pas vieux, tu restes jeune. C'est une revendication souvent très hypocrite. La révélation d'être vieux est souvent brutale, avec une forte connotation négative. Elle apparaît à chaque fois qu'elle est révélée comme une rupture, et c'est souvent l'autre qui est le révélateur. La subjectivité revendiquée dans ma définition s'oppose aux 60 ans retenus par l'ONU pour compter les sujets âgés dans le monde. Je refuse également l'emploi des septuagénaires ou autres octogénaires. C'est des mots qui se veulent neutres et qui en fait sont des noms de comptables. Surtout, cette subjectivité gêne les politiques comme les administrations. Les politiques et les administrations ont besoin des catégories, et le vieux est trop hétérogène, il y a trop de variabilité pour que nos chères administrations puissent s'en sortir. Il faut rappeler François Ier qui parlait des femmes. Donc, sur le château de Chambord, il avait dit bien folle et qui s'y fie, et j'aurais tendance à dire que souvent le vieux varie et bien fou qui s'y fie. Les ministres et politiques n'en sont jamais très loin. Pourtant, en janvier 1983, le secrétaire d'État chargé des personnes âgées mettait en place une commission de terminologie. Un an plus tard, paraissait le très officiel Dictionnaire des personnes âgées, de la retraite et du vieillissement. Un dictionnaire où il y a 600 mots qui sont définis par l'État et 38 ont un label approuvé par arrêté du ministériel du 13 mars 1995, avec la mention « enrichissement du vocabulaire relatif aux personnes âgées, à la retraite et au vieillissement ». Ce qui est assez intéressant, c'est que ce travail distingue les jeunes vieux, je prends la citation, entre 60 et 75 ans, voire 80 ans, et les vieux plus âgés. Le dictionnaire précise que ces derniers, les vieux, ont des risques pathologiques, une probabilité de vivre seul, etc., différents de façon beaucoup plus notable chez les jeunes vieux que pour chez les vieux que pour les jeunes vieux. Car les vieux ne sont pas simplement plus vieux, mais ils n'appartiennent pas à la même génération. Ainsi, il y a des vieux pour nos ministères de génération 1 et il y a des vieux de génération 2. Naturellement, toutes ces comptabilités sont plus qu'artificielles. Notre propos n'est pas de rentrer dans les classifications ministérielles ou de l'ONU, mais de s'interroger sur le sens de la vie que peut prendre la vieillesse du point de vue du sujet âgé. Donc, on ne veut pas être
à l'extérieur du sujet, mais dans le sujet. Alors, un préambule important, c'est que finalement, le vieux n'est pas un sujet philosophique. Pour la tradition qui passe par Descartes et puis par Kant, la vieillesse n'est qu'une contrainte empirique, un passage obligé qu'il faut accepter. Elle devient un sujet essentiel, c'est-à-dire digne de l'intérêt d'un philosophe, au même titre, par exemple, que la maladie ou la folie, que sous certaines thématiques. La première thématique est la plus facile, est la mémoire, avec ses deux pendants, la mémoire, rapport au passé et rapport à l'expérience. La deuxième thématique qui fait que le vieux peut être intéressé à un philosophe, c'est la sagesse. La sagesse serait un attribut du vieillard, c'est un cliché très ancien. Socrate donc l'évoque, la sagesse du vieillard dans ses dialogues, en particulier dans celui de Céphale. Pour le citer, j'aime converser avec les gens d'un grand âge, il me semble qu'il faut apprendre d'eux, puis qu'ils nous ont devancé sur une route que nous aurons peut-être à parcourir. De quelle nature est cette route? Si elle est rude ou pénible, facile et commode. Mais l'objection du philosophe à cette sagesse, c'est que le philosophe pense que c'est la philosophie qui permet d'acquérir la sagesse par la réflexion, par l'intelligence, alors que la vieillesse se voit imposer la philosophie, la sagesse par la réalité du corps. Il est d'ailleurs un autre sujet qui intéresse le philosophe, le miroir de la sagesse du vieux, c'est les passions de la vieillesse, le vieillard lubrique, le vieillard radin est un thème tout à fait récurrent, on en reparlera. Le deuxième thème sur lequel se penche le philosophe quand il parle de la vieillesse, c'est le lien très prégnant entre vieillesse et mort. Le moment, effectivement, peut être l'heure du tragique, ça peut être l'heure des grandes dépressions, mais un consensus pour une fois réunir les philosophes et les religieux, la mort est imprévisible et la vieillesse ne saurait se caractériser sur ce point. Aucun de ces trois développements, sagesse, donc vieillesse et mort, n'est spécifique de la vieillesse. Elle est le résultat d'un passé soumis à des nouvelles règles, de l'hétérogénéité du réel du sujet âgé rend impossible de dessiner une structure, un cadre autonome de la vieillesse pour le philosophe. Le pourquoi vivre du vieux ne peut ainsi s'intégrer dans une métaphysique générale, théorique. En effet, mettre le vieux comme sujet serait le cantonner à un sujet, un peu comme hier, comme avant-hier, dans les années 50, les sujets de réflexion étaient les femmes. Les femmes avaient-elles une âme? Le deuxième siècle de Simone de Beauvoir. Les mouvements féministes ont sorti la femme de ce carcan. Peut-être que les études de genre sont encore un carcan de même nature, mais le sujet âgé mérite aussi d'être libéré du statut de sujet simplement de philosophie. C'est pourquoi la dénomination, pour moi, vieux-vieille, me vient beaucoup plus facilement à la bouche, me paraît beaucoup plus réel que le mot de sujet âgé. Institutrice et professeur des écoles, non-voyant et aveugle, donc le vieux et le vieux, n'ayons pas peur du mot. Le deuxième préambule à soutenir, c'est de prendre le point de vue du vieux. Et le point de vue du vieux suppose de prendre en compte un certain nombre d'éléments de leur quotidien et de se débarrasser de toute une série de préjugés que l'on croit avoir de cette catégorie d'âge. Le premier préjugé, le premier point, c'est on pense que le sujet âgé n'est plus lui-même, que le je est un autre. Et il existe effectivement un écart croissant entre soi tel qu'on se sent et le soi tel qu'on vieillit. Le plus souvent, pourtant, le plus négligé, ce qui fait le moins de discuter, c'est que la plupart du temps, le sujet âgé, le vieux, est strictement asymptomatique. Il continue ses activités quotidiennes, il continue à partir dans les mêmes endroits en vacances, les voyages, il continue à jouer au tennis. Donc, et il n'a pas pendant très longtemps la sensation, le vécu d'être âgé. Et puis, quand il dort, quand il rêve, et là, une fois, je suis d'accord avec Simone de Beauvoir, dans Malentendu à Moscou, Beauvoir note que quand on rêve sans âge. Et donc, pendant très longtemps, donc le jeu tel qu'on se sent et tel qu'on vieillit se superpose. Et puis un jour, le miroir, un jour, on est sur la comptabilité des années, donc il y a de surprise.
Brusquement, le vieillissement peut apparaître comme une altérité, venait remettre en question, déjouer la corrélation et la complicité naturelle entre le savoir et l'être. Le vieillissement s'installe indépendamment du sujet, malgré lui, contre lui. Il ne s'en aperçoit qu'avec retard, quand la rime marque la peau, quand l'articulation devient douloureuse. Et alors là, on ne peut pas ne pas penser à Kafka. La métamorphose est brutale, et pour citer, un matin, au sortir d'un rêve agité, Grégoire Samsa s'éveilla transformé dans son lit en une véritable vermine. Je ne dis pas que le vieux se sent vermine, mais la brutalité de la transformation est quelque chose qui est très violent. En plus de ça, c'est que le sujet âgé se sent également haut du point de vue social. Avant, s'il arrêtait de travailler, eh bien souvent sa famille avait des soucis parce qu'il pouvait prévenir les catastrophes. Dans les périodes actuellement de Covid où plus personne gagne de l'argent, en particulier où les jeunes sont dans des difficultés financières, papa ou grand-papa paye. Donc, le fait d'avoir une utilité sociale était très important. Et puis, à cette époque-là, quand il était actif, on demandait au sujet son avis dans un champ de compétences. Il le donnait dans tous les domaines, surtout d'ailleurs souvent dans les champs où il n'avait aucune compétence. On l'écoutait et brusquement, le sujet dit vieux, on ne l'écoute plus et il découvre ainsi sa vulnérabilité. Très rapidement, donc, le vieillard est considéré comme un autre et non comme un semblable. Il subit pourtant la force de la société, il est souvent encore imprégné de cette société et il cherche à se conformer aux stéréotypes dominants. Il s'attribue, malgré lui, des caractéristiques que lui accordent les autres. Le moi-sujet a tendance à se confondre avec le moi-objet, avec son corps propre, son nom, son histoire, ses qualifications, ses rôles et ses prétentions. Deuxième élément clé du quotidien du sujet âgé, c'est les énergies du temps. Alors, il est évident que le vieux a vécu. Il s'est fait une expérience de la vie, donc il a une culture du réel, la lecture d'ailleurs de son propre passé, qui profite d'ailleurs souvent, avec quelle subjectivité, à remodeler. Ce remodelage du passé, d'ailleurs, correspond à des tas de mécanismes de protection psychologique, des mécanismes également de l'ego. Mais cette culture de réel, cette culture qui s'est constituée à travers sa vie, s'oppose volontiers, d'ailleurs pratiquement toujours, à la culture du sujet jeune, dont le savoir est largement théorique, lié aux livres, aux instructions, à l'école. Et tout ce monde du sujet jeune lui propose une culture en puissance, virtuelle, dans le premier sens du mot. Il n'est pas une culture qu'il a encore réalisée. Cette culture, d'ailleurs, encore fraîche, est souvent visible et il n'est pas rare que le jeune prétende, avec cette culture formelle, à présenter sa gymnastique intellectuelle de manière un peu péremptoire. Donc le vieux n'a pas la même culture. L'un est une culture du vécu et l'autre une culture théorique. D'autre part, les référentiels du temps et les durées changent. Donc d'abord l'arrêt du travail. Donc lorsque la personne travaillait, les loisirs étaient du temps sauvé sur le travail, à la retraite, eh bien c'est l'inverse. Donc le loisir, c'est du temps occupé. À la question combien classique des enfants aux grands-parents, quoi de neuf, aujourd'hui, eh bien, les aînés ont tendance à répondre rien. Le temps du présent est souvent fait de vide. Cette modification de la perception du temps est fréquemment exprimée. Le temps subjectif se raccourcit. Maintenant, le temps va vite, il ne passe très rapidement. C'est une phrase que l'on entend très fréquemment chez les sujets âgés. Et en plus de ça, c'est que la structuration du temps, donc un exercice qui est lié à la santé mentale, se construit avec, d'une part, l'apparition brutale d'une échéance, l'avenir se ferme, et dans nos temps de Covid également, cette restructuration du temps est très difficile à organiser lorsque le sujet n'a plus de travail, plus de repères, et que les mois se succèdent dans l'information des confinements ou des équivalents de confinement. Donc, la perception du temps chez le sujet âgé est très, très différente de celle du sujet jeune. À côté de ce temps individuel, donc, il existe un temps collectif. Et le temps collectif du sujet âgé n'est pas le même que le sujet jeune. Le sujet s'est construit, on va dire, par essayant de schématisation, entre 20 et 30 ans ou 40 ans. Alors, il y avait un langage de cette période, il y avait des activités de cette période
Et le vieux d'aujourd'hui a été construit 20 ans, 30 ans, 40 ans avec une idéologie dominante qui n'était pas la même, avec un vocabulaire qui n'était pas la même. Il est amusant de constater, par exemple, que des jurons d'aujourd'hui, des temps-mères d'aujourd'hui n'ont aucun point, alors que pour le sujet âgé, c'est une insulte parce qu'il y a 20 ou 30 ans, le mot avait une connotation tout à fait différente. Et quand le sujet âgé arrive par une phrase en disant « de mon temps », ça veut dire qu'il ne se sent plus du temps actuel, il se sent que le temps présent n'est plus le temps avec le sien. Donc, de ses amis, en plus de ça, sont morts, le langage change et donc le sujet âgé se trouve dans l'exil tout en ne bougeant pas. Il est d'ailleurs assez curieux dans ce rapport au temps de souligner les rapports à l'enfance. Les souvenirs, souvent enfuis, reviennent à votre force. Une proximité avec l'enfance est très souvent perçue, très souvent mise en avant. Souvent, les gens, même mourants, parlent à leur mère, à leur père, et une sorte de dialogue se crée avec les parents de par-delà leur mort. La perception du temps de l'enfance leur paraît un temps de lenteur et contraste avec leur vécu l'accélération de leur temps quotidien. Il est d'ailleurs assez amusant de constater dans le vocabulaire du temps du sujet âgé des proximités avec le temps de l'enfance. Donc, l'enfant va vous dire qu'il a 7 ans et demi et le vieux, il va vous dire 83 ans et demi. Le poids de l'un demi, donc, est naturellement pas du tout le même. Alors, il n'est pas possible de parler de ce petit chapitre, de ce petit temps sur le temps, sans rappeler que le sujet âgé, finalement, est un lieu idéal pour les travaux pratiques du philosophe. Et naturellement, si on parle de temps et de travaux pratiques, on ne peut pas ne pas penser à Bergson avec son concept de durée pure. Il oppose, donc tout le monde le sait, la durée au temps. La durée chez Bergson relève de l'intime, elle appartient au moi et ne peut, dans notre conscience, se dissocier de son avant comme de son après. Elle est le temps vécu et comme tel vécu dans la conscience. Elle est la forme que prend nos états de conscience quand notre moi se laisse aller, se laisse vivre, quand la séparation de l'état présent et antérieur s'estompe, la durée est un élément ininterrompu, non fragmentable, qualitatif. Le temps de Bergson est extérieur à l'homme, il est mis en chiffres, il est borné par l'homme de science, il est quantitatif et se pense comme une succession d'états successifs, donc, alors que finalement la durée donc, ne se perçoit que par l'intuition, alors que le temps se fait par la science. Pour illustrer la différence entre les deux concepts, simplement, pour se rendre à un lieu inconnu, à peine éloigné, et le trajet de l'aller semble souvent fort long, alors que le retour par le même chemin et que la montre nous dit la même chose, eh bien, le temps semble court. Eh bien, cette durée donc, est différente pour un temps identique. Le vieux se voit son temps se diluer. Il a moins de tâches, moins de liens sociaux, les jours se succèdent. En revanche, le vieux, la durée se raccourcit. Et en fait, ce vieux, qu'est-ce qu'il fait par rapport à la durée? Bien, il rentre au chemin, il a déjà connu le parcours. Et tout cela, donc, hier et aujourd'hui, se télescope dans sa conscience. Bergson ferait ses travaux pratiques en expliquant le phénomène par deux aspects de la mémoire indissolublement liés, la mémoire souvenir et la mémoire de contraction. La durée étant pour lui un phénomène continu, les deux moments se contractent et se condensent l'un dans l'autre, puisque l'un n'a pas encore disparu quand l'autre apparaît. Ainsi, vous avez un exemple comme quoi finalement regarder les vieux donc, peut permettre aux philosophes de passer donc, aux travaux pratiques, ce qui est quand même serait une nouveauté pour la discipline. Troisième point clé, donc dans le quotidien du sujet âgé, c'est la proximité de la mort. C'est vrai qu'être vieux, c'est que la mort se rapproche, mais il faut quand même rappeler un élément fondamental, c'est qu'être vieux, c'est encore vivre. Néanmoins, ne pas évoquer la mort dans le paysage mental quotidien du vieux est impossible, mais la confusion entre vieillesse et mort est un phénomène tout à fait récent, jusqu'au milieu du XXe siècle, jusque finalement aux antibiotiques et à la médecine efficace. La mort n'était pas l'apanage de la vieillesse, elle guettait le sujet jeune et la mort était portée par tous les âges de la vie. Chez les Grecs, trois mondes se côtoyaient.
Donc, il y avait les vivants, il y avait les morts et les marins. Les marins étaient absents de chez eux des années, ils étaient exposés à mille dangers, et leur retour sur leur terre natale, donc dans leur vie dite familiale, était très incertain. Eh bien, aujourd'hui, on pourrait dire que les vieux sont nos marins. Ils sont conscients d'être entre vie et mort. Être vivant leur semble un diagnostic de l'état de l'instant présent et absolument pas un état. Il ne faut pourtant ne pas surestimer le phénomène. Aujourd'hui, 82% des décès concernent des personnes de plus de 65 ans. Ceux-là, ils se trouvent néanmoins confrontés à la mort, essentiellement par leurs amis de leur génération, voire des proches qu'ils accompagnent au cimetière. Et dans notre société, que Ariès donc, dit qu'elle ne sait plus apprivoiser la mort, dans notre société thanatophobe, la fréquentation permanente d'Hadès donc, peut entraver le dialogue intergénérationnel. Quatrième point clé du quotidien de la personne âgée, c'est les souffrances. Dans l'imaginaire collectif, un vieux, il doit souffrir. Ça fait partie du statut du vieux. Il doit se promener, pencher sur sa canne. Il souffre, il n'est que de douleur. Il se plaint et la plainte est multiple. Et c'est vrai que le corps se transforme avec plein de douleurs. L'expérience de limitation physique est sans cesse plus contraignante et la distance entre vouloir et pouvoir ne cesse de s'accentuer. Ce qui est pire pour le sujet âgé que le sujet jeune ne perçoit pas, c'est la variabilité de cette forme. Les jours où le sujet âgé ne sait pas qu'il n'a pas 20 ans, tous ses muscles, toutes ses articulations, toutes ses envies sont là, et puis le lendemain, sans qu'il y ait de raison apparente, eh bien, donc les années retombent, les handicaps réapparaissent, et donc l'imprévisibilité, la perte de sécurité de la forme est un sentiment que le personne âgé, que le vieux vit avec une extrême difficulté. En effet, donc, à cet âge-là, il y a un apprentissage nouveau qui est l'apprentissage de la perte auditive, perte visuelle, perte de la force, perte de la mobilité, et puis perte de la prévisibilité du lendemain, non seulement avec la mort, mais également avec tout simplement un mot très simple qui est la forme. Naturellement, lorsque l'on est dans cette situation, l'autodévaluation menace, d'autant plus que la perception, la subjectivité est fortement modifiée. Cette subjectivité modifiée s'explique souvent par la dureté de la vie et il est constant, il n'est pas constant, il est fréquent de noter une sensiblerie, une émotivité nouvelle. L'alarme devient absolument impossible à voir apparaître ou au contraire, le sujet se retrouve larmoyant sans qu'on comprenne pourquoi. La subjectivité nouvelle apparaît ou se dévoile, très souvent travaillée par le regard de l'autre, et il est un exemple que l'on a tous, c'est que arrive un moment où quand on prend un transport en commun, on est choqué, surpris, qu'on nous laisse une place, on se trouve ça, c'est un peu excessif, et puis dans un deuxième temps, lorsqu'on ne nous cède pas la place, on s'en trouve offusqué. Cette subjectivité nouvelle fait également que de nombreux souvenirs sont réinterprétés, donc, et que souvent des frustrations allument des rancœurs, voire des gens un peu aigris. Autre élément de souffrance du quotidien du sujet âgé, c'est la peur. Elle est sournoise, mais elle s'insinue progressivement. La peur la plus fréquente et sur laquelle on n'insiste pas suffisamment, c'est la peur de la chute. Les chambres sont mal assurées et lorsque la première chute survient, lorsqu'on est empêtré dans son sac, empêtré dans ses vêtements, empêtré dans soi-même, on a une sensation d'impuissance et on pense encore à Kafka. Cette expérience de la chute change profondément donc la sensation de sécurité du sujet âgé, majeure la peur. Bien sûr, la peur de la mort est présente, mais elle est très variable. Ce qui est la peur maximale, c'est souvent la nuit, c'est souvent dans la solitude, et puis des fois, on est dans un déni absolu. Et l'exemple le plus caractéristique du déni de la mort du sujet âgé, c'est quand vous regardez les réservations pour les voyages du troisième âge ou pour les croisières de luxe sur les grandes compagnies de navigation.
les réservations se font plusieurs années à l'avance et des réservations de 3 ans, donc sont tout à fait possibles. Dernier élément de souffrance, c'est la solitude du sujet âgé. Donc, il existe d'une part un caractère inexorable de cette solitude largement objective, mais également, il ne faut pas sous-estimer la solitude subjective. Donc, nombre de personnes âgées avec des familles nombreuses, aimantes, ont la sensation d'être seules parce que nul ne peut partager ses souffrances physiques ou morales, nul ne peut partager ses souvenirs et la perte des amis donc, est un élément de souffrance majeure, non pas pour les amis, mais également pour soi-même et pour sa sensation de solitude. Le cinquième point clé sur lequel se construit ou se discute le statut de vieux, donc, et pour répondre à sa question « Pourquoi je vis ?», c'est la demande de mort. La demande de mort est un sujet très vaste, c'est un sujet largement débattu, donc, et cette demande de mort ne peut pas se comprendre simplement comme le miroir de la question que je pose « Pourquoi je vis ?» Alors, il est depuis fort longtemps une mort idéalisée du CEG. Alors, Rabbi, toi, tu décrivais une mort violente, mais souvent, la mort était idéalisée du sage vieillard dans la culture classique. Donc, le repère pourrait, dans notre culture française, être Montaigne, qui envisage donc cette possibilité dans la bouche de Caton l'Ancien, qui est en fait le prête-nom, on le sait tous, en décennité de Cicéron. Et il évoque également la mort volontaire dans l'essai sur la coutume de l'île de Séaf, qui est un de ses thèmes. Cette mort donc demandée par le sujet âgé mérite pour autant quelques repères. Les repères sont nombreux, il y a beaucoup de publications, mais des choses relativement simples. Dans les données de l'OMS, les taux moyens des suicides des sujets âgés de 65 ans et plus sont de 29 pour 100 000 habitants chez les hommes et de 5 pour 100 000 habitantes chez les femmes. Alors que les taux moyens de suicide chez les jeunes de 25 à 34 ans, c'est de 21 chez l'homme jeune et encore de 5 pour la femme. Et donc, il y a un taux de suicide qui passe donc, dans les données de l'OMS, donc dans l'ensemble de notre petite terre, de 21 à 29 pour 1000, c'est quand même considérable. En France, les chiffres de l'ANSERM pour 2010 notaient que 28% des suicides donc, étaient chez les personnes de 65 ans et plus, avec une très forte prépondérance masculine. Et ces taux de suicide de cette tranche d'âge sont l'un des plus élevés d'Europe, toutes tranches d'âge confondues. Qui plus est, lorsque l'on prend la mortalité globale en France, en fait, on pense qu'il y a une franche sous-estimation des suicides. On pense que 9% des suicides, des décès en France sont des suicides masqués. Et dans la tranche d'âge des 65 ans ou plus, 13% des décès, je ne parle pas donc 9% des décès sont des suicides masqués. Et chez les 65 ans et plus, donc 13% des décès sont des suicides masqués. Masqués pour pas que la famille soit inquiète, masqués donc, et souvent pour éviter la violence du suicide classique chez le vieillard. C'est souvent des suicides pendaison, armes blanches, pas des suicides très, très, très violents. Alors, les suicides du sujet âgé sont corrélés à des dépressions et on pense que la maladie mentale ne peut être soulagée que par la mort. Il existe une autre manière de mort volontaire, c'est la demande d'aide active à mourir. Donc, il existe une différence importante. La demande d'aide active à mourir est une démarche accompagnée, consciente et ouverte vis-à-vis des preuves. Alors, la volonté de mort peut se comprendre à travers des histoires individuelles, à travers également des conceptions du soi, et elles s'inscrivent dans des choses radicalement différentes, car ce n'est pas la volonté de se tuer, ce n'est pas le suikaidere, mais c'est plutôt la volonté de ne plus vivre. Nous sommes donc dans l'euthanasie, en grec, donc pour bon, et euthanas, mort, donc étymologiquement, nous sommes dans la bonne mort. Il existe beaucoup d'études sur l'étude de cette demande d'euthanasie, mais finalement, en particulier dans les pays nordiques qui sont nettement en avance sur nous parce qu'ils ont des registres,
Les principaux mécanismes sont d'une part une souffrance intense, qui est le facteur dominant, et il y a une sorte de consensus, et chez les Nordiques et dans les publications des soins palliatifs français, lorsqu'on soulage la douleur, le taux de demande d'aide active à mourir décroît de manière absolument considérable. Et puis, le deuxième mécanisme, et non pas la souffrance patente, mais la souffrance à venir, et le mécanisme de non-vivre peut correspondre à une appréhension d'une souffrance à venir, l'anticipation d'un danger réel ou imaginaire. Je trouve néanmoins que cette distinction qui oppose suicide et demande d'aide à mourir, avec le premier, donc la notion d'une maladie mentale, la dépression, et pour le second, une souffrance psychologique physique, est finalement assez contestable. Pourquoi demander à la loi d'autoriser ou de refuser la mort en cas de maladie somatique et pas l'autoriser ou la refuser en cas de maladie mentale ou de profond désespoir amoureux? Comment, dans notre sujet, autoriser la mort simplement du fait d'être vieux alors que l'âge est un mauvais critère? À mon sens, la réponse ne peut être que hors la loi, dans un contexte donc, où maintenant il y a des militants pour toute chose et où la réalisation technique est simple, facile, beaucoup plus facile, cette réalisation technique, que l'écoute, que la compréhension de l'autre et de la signification. Je vous ai dit que le sujet âgé mérite pour les philosophes d'être travaillé comme travaux pratiques. Eh bien, il y a un laboratoire du pourquoi je vis. Le laboratoire du pourquoi je vis chez le sujet âgé, naturellement, ce sont les EHPAD. Les EHPAD, donc, il s'agit de l'acronyme de l'établissement d'hébergement pour des personnes âgées dépendantes. Alors, il y a une chose qui est très satisfaisante, c'est que l'âge moyen d'entrer dans les EHPAD est de 85 ans. C'est-à-dire que la plupart des gens en moins de 85 ans, c'est 85 ans. Il y a 25 ans, c'était 80 ans. Vous voyez, donc c'est déjà un élément sympathique. D'autre part, les résidents, et là c'est moins sympathique, décèdent à 89 ans en moyenne avec une durée de séjour moyen de 3 à 4 ans. L'autre élément d'optimisme, c'est que le passage en institution n'est pas inéluctable. L'entourage aide et 60% des personnes de plus de 75 ans ont dans leur entourage au moins une personne qui les aide régulièrement dans les actes de la vie quotidienne. Et même mieux, dans la tranche d'âge des 90 ans et plus, seuls 30% des gens de plus de 90 ans résident en institution. Cela veut dire que 70% des personnes de plus de 60 ans vivent chez elles ou chez leurs proches. Donc, ça change beaucoup la vision des choses. Les personnes âgées, naturellement, vivent souvent très mal leur passage en institution. Et ce passage suppose un effort de dépouillement de son chez-soi, de se dépouiller de ses meubles familiers, de se dépouiller de ses placards et de tous les souvenirs entassés dans les placards. Il n'est même plus possible, quand on rentre en EHPAD, de s'occuper en faisant les courses, le ménage, occupation fréquente des gens âgés. Le nouveau monde, d'ailleurs, est structuré selon des normes, des règles, et toute son organisation contribue à limiter les capacités de contrôle et de décision des résidents. Par nature, donc, les EHPAD réduisent l'autonomie de les résidents. Et ces derniers, les vieux, donc, en rentrant en EHPAD, ont une sensation de déclassement, de déchéance sociale, et parfois ils voient dans cette passage en institution le fait d'un abandon, donc en particulier de leur famille. Ce d'autant que le coût des structures impose de s'éloigner des centres-villes, de quitter le paysage familier, de s'éloigner de leurs proches. En plus de ça, c'est que l'espace se réduit à une pièce, d'autres s'occupent de leurs finances, ils ne peuvent plus sortir, ils ne peuvent plus acheter. Le lien social médié par l'argent a disparu. Finalement, le quotidien est régi par des autres. Ils ne sont même plus responsables de leur milieu de vie. Et finalement, le passage en EHPAD donc, leur laisse comme seul avenir la mort. La plupart des structures cherchent une humanisation avec un préjugé sur ce que pense et souhaite le sujet âgé. Le préjugé qui dirige les préjugés qui dirigent les institutions sont nourris par la représentation de la vieillesse dans notre société. Donc, et actuellement, le mot d'ordre dominant
c'est l'autonomie, et l'autonomie naturellement contre nature dans les EHPAD. Malgré tous les efforts, il y a des textes, l'État s'en est emparé. On a vu dans un premier temps arriver les médecins dans les EHPAD, donc cela est tout à fait récent. Et maintenant, depuis quelques années, structurellement, on voit arriver le psychologue, et c'est devenu un élément clé dans le quotidien des EHPAD. Dans la série dont on essaie de faire des choses pour rendre de l'humanité, eh bien, on a démontré que donner des petites responsabilités aux personnes âgées sont salvatrices. Alors, des tâches complexes ont été proposées, et je vous parlais des psychologues. Souvent, l'organisation donc des visites des psychologues se font sur un relativement long terme, sur 2 mois, 3 mois, et cela permet aux personnes âgées de choisir leur organisation. Et puis parfois, simplement pour rendre une sorte de responsabilité aux personnes âgées, on leur donne responsable simplement d'un petit détail. Par exemple, vous êtes responsable d'une plante, c'est vous qui devez l'arroser. Et donc ça, cela amène effectivement une embellie importante chez le sujet âgé. Les responsables de ces structures favorisent le maintien des choix, et donc c'est là qu'intervient le choix des menus, le choix d'activités culturelles. Et dans ces EHPAD, l'art-thérapie s'est révélé un élément fondamental et très souvent salvateur. Donc voilà le quotidien, un peu la structure mentale du vieux qu'on essaye de se mettre donc dans leur peau et non pas de regarder. Alors, notre idéologie dominante aujourd'hui, le maître mot, c'est l'autonomie. Alors, nous voulons le vieux présentable, donc, qui poursuit sa vie antérieure, qui a gardé sa silhouette. Et finalement, le vieux idéal, c'est celui dont on ne peut pas deviner l'âge. C'est celui qui est finalement resté jeune. Et puis, l'autonomie, donc, est le signe de l'indépendance. L'autonomie est identifiée à l'indépendance de l'individu, à sa capacité de réaliser ses choix. Bien sûr, on a tous conscience que l'autonomie comporte des degrés, et il existe une différence importante entre être autonome et faire une action autonome. En effet, nombre de troubles et handicaps n'affectent absolument pas la capacité à avoir des désirs, à poser ses valeurs, mais le sujet âgé, le vieux, doit hiérarchiser ses envies, ses désirs, et il doit ainsi garder quelques éléments de satisfaction en réalisant certains de ses désirs. Mais il reste néanmoins qu'une réduction de l'autonomie dans le sens de la capacité de réalisation concrète de ses désirs perdure. L'autonomie idéale, celle qu'on nous vante, supposerait que l'autre soit inutile. Le recours à ce dernier est souvent perçu comme un pis-aller dégradant imposé par les circonstances, mais si rien n'est demandé à l'autre, ce dernier ne doit pas non plus intervenir dans les décisions du sujet âgé. Le discours suppose la prise en compte de la vulnérabilité du sujet âgé par la société, mais sous-tend également ce discours d'autonomie une revendication du sujet âgé, d'une rupture, d'une mise en distance de tous ces facteurs de dépendance. Le fait que les vieux, par exemple, dépendent de leurs enfants est souvent présenté comme une perte de dignité, donc comme quelque chose d'absolument inacceptable, et souvent les gens qui se suicident et qui revendiquent cette attitude donc expriment qu'ils ne veulent pas être un poids pour la famille, donc, et la perte d'autonomie est vécue comme un drame. Je trouve que cette notion d'autonomie oublie un certain nombre de choses. D'abord que toute la vie de l'individu s'est déroulée dans des situations d'interdépendance avec des degrés de liberté très variables. L'autonomie est belle, mais il faut penser que toute la vie durant, il y a eu des horaires de bureau, toute la vie durant, il y a eu des contraintes de toutes sortes, et ce serait extraordinaire que les contraintes de l'interdépendance sociale puissent disparaître complètement donc à l'âge de l'autonomie. Le refus d'une dépendance de proximité, je pense en particulier aux enfants, repose sur la nécessité d'un soutien de l'activité, de la collectivité. L'impériosité du soutien de la collectivité est en fait une idéologie qui s'est construite dans une société où le monde social, celui du travail, domine le monde de la famille. La logique du système impose la poursuite d'une prise en charge du sujet âgé lorsque le travail s'interrompt sur un critère d'âge, rente est versée et le sujet supposé dans une forme physique préservée, ça donnerait alors à ses loisirs.
Il réaliserait alors ses rêves, justifiant ainsi cette vie de travail, de labeur donc, et de contrainte qu'a été sa vie précédente. Nous avons un exemple dans la littérature qu'on connaît tous, Bouvard et Pécuchet, qui serait donc 1881 le premier couple de retraités de la littérature française. À mon sens, l'autonomie relève largement du déni de l'arrivée quasi inéluctable de la dépendance. Elle suppose une conservation des fonctions cognitives, de la mémoire, du langage articulé. Lorsque ces qualités sont menacées, la pression sociale demeure, et la pression sociale demeure sur la revendication d'autonomie. Et lorsque l'autonomie, le sujet n'arrive plus à être autonome, il reste dans le modèle dominant et perçoit sa perte d'autonomie comme un échec personnel. Ce discours sur l'autonomie occulte également une situation devenue fréquente, celle du grand vieillard, qui répond finalement à des représentations négatives et privatives de la vieillesse et du handicap. Il subordonne alors son autonomie à la possession des capacités intellectuelles. Alors, la proposition d'autre monde propose également un bien vieillir. Notre idéologie actuelle donc, nous propose un bien vieillir. Il y a d'abord l'autonomie, mais également demander aux sujets d'occuper leur temps avec ce qui était hier leur loisir, de garder leur sens de l'humour, de rester léger et que finalement, le quotidien du petit vieux ne doit absolument pas modifier l'ordre public. Mais nous l'avons déjà dit, sans maladie ni même handicap, l'écart entre le pouvoir et le vouloir ne cesse de se creuser et vieillir oblige de se confronter à ce qui nous échappe et finalement à accepter notre vulnérabilité. L'exemple que propose la société est les ultra-seniors, ces vieux selon la nomenclature ministérielle qui continuent à travailler. Il faut noter que les vieux à plus de 80 ans de travail sont devenus tout à fait fréquents, en particulier moi, dans ma pratique professionnelle, mais ces vieux qui travaillent sont des personnes indépendantes et non autonomes, et ce qui est également important à noter, c'est qu'ils n'appartiennent pas au monde du salariat. Bien vieillir, en fait, un travail très difficile. Il ne faut pas être en proie à une nostalgie, il ne faut pas avoir des regrets trop lourds, et il convient de lâcher prise face aux petits échecs, à ne pas se laisser envahir non plus par la peur. Apprendre que les bonheurs au jour les jours peuvent être une nouvelle expérience de vie, cela bien sûr suppose un minimum matériel et sanitaire assuré. Deux visions de ce bien vieillir sont souvent proposées, de par la vision d'Erikson avec les théories du développement psychosocial. Et la dernière étape, il y a 8 étapes successives. La dernière étape, c'est la vieillesse qui fait débuter à 65 ans. Et sa question qui n'est pas la nôtre, c'est « ai-je eu une vie bien remplie ?» Donc, là, cette théorie psychosociale est un regard finalement rétrospectif. Il faut noter que la vie, du point de vue talmudique, donc on suppose que les gens aient eu une vie bien remplie, que finalement la mort vient qu'on a donné tous nos messages, et donc on a une certaine filiation des idées. Une autre manière de présenter le bien vieillir dans les revues, c'est finalement la forme de Rowe et Kahn qui détermine le vieillissement réussi sur une faible fréquence des maladies, sur la préservation des facultés intellectuelles, les capacités physiques et l'engagement dans les activités sociales. Mais finalement, ce bien vieillir laisse également une place très, très large donc, au passé et à la chance. Nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est répondre à la question « Pourquoi je vis ?» et donc « Pourquoi je vis ?» au moment où se pose donc, la question. Alors, comment répondre à cette question « Pourquoi je vis ?» Donc, et la première chose, c'est que la vie d'hier n'est pas une justification à celle de demain. Notre but ici est pragmatique, libre de tout jugement de valeur, et il n'est pas question de donner des bons points. Alors, partons d'une expérience donc, souvent vécue par les médecins, donc, qu'on a tous vu. C'est d'une part l'expérience commune de rencontrer donc, des sujets âgés pleins de vie, mais également, on a une expérience qui, donc de voir des vieux qui sont opérés, réopérés, donc passés en réa. Donc, je pense à des exemples de Covid, en particulier d'un de mes amis
donc, qui a fait coma à plus de 80 ans, on te l'intubait pas, et finalement, il s'en sort parce qu'il est très actif. Donc ça, c'est quelque chose qui n'appartient à notre paysage quotidien. Et puis, moins fréquent, mais qui est une expérience commune, c'est d'avoir un patient mourant, donc, et qui ne meurt pas. Et la survie est liée à l'attente d'un enfant qui n'a pas été vu depuis longtemps. Et puis, cet enfant revient et la mort se fait dans le jour qui suit. Cette expérience que l'on a tous, donc on utilise un mot un peu commun, un peu facile, donc qui est l'élan vital. Alors, cet élan vital du jargon de tout un chacun, mais est par contre mis un sujet d'études philosophiques. Alors, notre référence française serait Montaigne, donc, qui aurait fait du vitalisme finalement avant l'heure. Donc, Montaigne donne des conseils de bien vieillir et il propose de s'y préparer à l'avance, de choisir une occupation, mais surtout, et il insiste là-dessus, pour vivre dans l'amour des siens et de ses amis. Et puis, il propose également, il insiste sur le plaisir de vivre au jour le jour avec des loisirs du quotidien. Bien sûr, le grand philosophe de l'élan vital, c'est Bergson. Et là encore, je parle de Bergson comme travail pratique, comme le vieux peut être dans ses travaux pratiques. Il définit Bergson l'élan vital comme une force, et je cite, créant de façon imprévisible des formes toujours plus complexes. Il fait de l'élan vital la vie, il fait de l'élan vital l'énergie, la conscience, la source de création, la liberté. Et dans cet élan vital, il accorde la primauté à l'esprit en tant que force. Cette description de l'élan vital en ces mots peut correspondre un peu à ce qu'observe le médecin, mais Bergson dépasse cette perception immédiate par l'insertion de l'élan vital dans le spirituel. La création continue de l'élan vital, donc chez Bergson, se confond avec Dieu. Son Dieu n'est pas une chose ou une personne, mais c'est pour Bergson une continuité de jaillissement, une vie incessante d'action de liberté. Finalement, pour Bergson, l'élan vital est la réalité philosophe fondamentale, et donc Bergson, finalement, est quand même beaucoup plus un philosophe qu'un médecin. L'élan vital est un mouvement vers les libertés et peut même représenter une sorte de finalisme que Bergson rejette. En effet, il pense que pour la création, donc, on est dans l'élan vital et dans l'imprévisibilité, dans l'absence de schéma préétabli, et donc tout finalisme est impossible. Il voit dans l'homme la raison d'être de l'évolution, car c'est lui qui incarne le mieux l'élan vital, et que sans lui, l'évolution serait certes demeurée possible, mais aurait pris une toute autre direction. L'élan vital donc n'est pas chez Bergson à confondre avec l'intelligence ou la raison. Créateur, l'élan vital les précède et peut en conséquence être accessible à l'œil logique. Il témoigne de l'inintelligibilité du réel, et cet élan vital ne peut être perçu que par un concept important chez Bergson, par l'intuition. Et son exploration relève de l'introspection et de la psychologie. Alors, pour Bergson, donc le temps, je vous l'ai déjà dit, est un thème de réflexion majeur, et quand on parle du vieux, on ne peut pas faire encore l'économie de ce concept. Donc, et vieillir, c'est quand même de se réaliser au sens premier avec le temps qui passe. Donc, et il a inscrit la conscience dans son concept de durée, et c'est en explorant l'intuition du vécu de notre conscience que nous approchons de notre réalité. Mais la part que Bergson accorde à la matière s'accorde mal avec le vieillissement. Il confond le réel avec vie, la force et le mouvement. C'est cette énergie qui, d'après lui, traverse la matière, à l'inverse des théories évolutionnistes. Mais ce réel appartient au temps scientifique, et vieillir, finalement, aimer les temps et durer. Le concept d'élan vital, du moins dans sa forme commune, et là je reviens à des choses plus simples, n'a pas besoin de se nourrir de spiritualité pour être utile pour le sujet âgé, mais néanmoins, la spiritualité permet plus facilement d'appliquer le concept. Donc, combien de personnes âgées, passant en rien, etc., se trouvent aidées par un sentiment religieux. Et donc, les deux, finalement, font un cocktail assez efficace donc, pour être anxiolytique.
Donc, cette nouvelle spiritualité donc, permet d'accepter en plus de ça la mort de l'autre, donc annonciatrice de sa propre mort. L'autre est donc, il y a le vitalisme, donc de l'élan vital est une notion importante. La deuxième notion qui est importante à apporter au sujet âgé, donc, c'est donc la préservation de l'être. Alors, la référence que l'on aime bien, c'est Shakespeare avec le roi Lear, et le roi Lear est extrêmement moderne. Dans le roi Lear, au fond de leur malheur, Gloucester et Lear ont finalement la joie d'avoir près d'eux des enfants qui les aiment absolument inconditionnellement et qui désirent leur bien de tout leur être, un bien où la santé et le salut donc, sont étroitement unis. Edgar, donc le fils de Gloucester, se soucie d'abord du salut de son père. Cordelia, la fille du roi, souhaite ramener son père, Lear, à la raison. Mais l'un et l'autre cas ont conscience que l'accomplissement d'un être, que l'on a, ont conscience que ce qui est important, c'est l'être et non pas celui de faire. Eh bien, cette notion donc, est particulièrement importante et cette fois-ci, on pourrait utiliser plutôt les travaux pratiques de Lévinas et sa phénoménologie pour insister sur la préservation de l'être lorsque le sujet est âgé. L'expérience fondamentale de Lévinas, celle qui nous saisit lorsque nous ressentons le dénuement et l'extrême vulnérabilité d'un visage. Cette vulnérabilité induit du fait de la force éthique une responsabilité. Malgré nous, cette subjectivité nous prend en otage, nous impose le respect au-delà de la rationalité. Cette lecture de Lévinas me semble opportune et immédiatement accessible dans une approche compassionnelle de la vieillesse. Mais il ne faut pas croire que Lévinas se laisse attendrir par une situation difficile ou tragique. Pour Lévinas, c'est l'autre en tant que vivant qui intime le respect. Le ton, là, n'est pas la compassion, mais le ton est autoritaire. L'autre soutien, d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup chez Lévinas, c'est la place qu'il trouve de la solitude. La solitude appartient donc chez Lévinas donc à l'affirmation de l'être. Et là, pour le citer, je touche un objet, je vois l'autre, mais je ne suis pas l'autre, je suis tout seul. C'est donc l'être en moi le fait que j'existe. Ainsi, la solitude chez Lévinas est pleine de noblesse et sous-tend le libre arbitre. Pour lui, la vieillesse donne un autre rapport à soi. Vieillir s'impose et échappe à notre volonté et renvoie à la passivité du vivant. Le vieillissement, naturellement, ça on en a tous conscience, est le contraire de l'intentionnalité. Le vieillissement impose de la patience et impose d'accepter, de subir, d'accepter ce qui se passe, et on arrive au concept de synthèse passive de Lévinas, qui est une opération de la conscience qui s'effectue sans le mouvement de la réflexion et qui aboutit au fait que la conscience se découvre constituante. Il en résulte une altérité en soi, une vie où le malgré soi et le temps marquent l'humanité au-delà de l'éthique et de l'autonomie. Mais la passivité de Lévinas est conditionnée par ce que nous avons fait de notre vie, par la sélection de notre mémoire. Les mécanismes de sélection de cette mémoire sont particulièrement importants pour comprendre notre statut psychologique du vieux. L'analyse pourtant se construit a posteriori et le médecin moderne trouverait que là, il y a un biais de raisonnement parce qu'il est rétrospectif. On partirait du vieux d'aujourd'hui pour expliquer la mémoire d'hier. Un autre point de l'approche lévinassienne est particulièrement importante, encore pour le sujet âgé, c'est la préséance qu'il donne au vivant sur l'humain. Le respect chez Lévinas s'impose par la vie. Cette qualité de vivant prime sur l'individu et Lévinas est tout à fait conscient des petites médiocrités. Et donc, cette primauté du vivant sur l'individu est une notion particulièrement importante, surtout pour un homme qui a vécu dans l'immédiate après-guerre. D'autre part, là, il est beaucoup plus novateur. Donc, c'est la présence que Lévinas accorde à l'expérience de la vie sur l'apprentissage. Il donne la préséance de l'expérience sur ce qu'a produit la société dans l'instruction. Il s'agit donc là d'une rupture avec l'histoire de la philosophie qui, de grec,
à Husserl, primait donc le livre, primait la bibliothèque. Lévinas rend donc la place que doit avoir la culture du vécu, et en cela, naturellement, le sujet âgé trouve un intérêt particulier. Ainsi, l'individu assis face à nous répond de notre responsabilité comme vivant, ce qui conduit à des égards, malgré les médiocrités, voire les crimes qui ont jalonné sa vie, malgré les résultats qu'ont apporté la synthèse passive d'après le mot d'Évinas, et donc on lui doit de respect des égards, donc quelle qu'en soit sa personnalité. Alors, le propos que nous avons eu finalement, c'est pourquoi je vis est assez vitaliste. La place de l'état vital, la place du respect de l'être. Et bien sûr, donc, quand on pose la question pourquoi je vis devant le vieux, j'aurais moins tendance à dire tu vis pour être vieux. Et je ne peux pas être d'accord avec notre mode de pensée largement dominé, par exemple, par Simone de Beauvoir, où pour elle, la vieillesse n'est que la parodie de la vie, l'écart absolu de la norme jusqu'à faire un vieux un autre soi. Chez Beauvoir, le vieux perd son statut, son être et n'est que l'ombre de lui-même. Elle demande au vieux d'avoir une image authentique de soi, certes, mais ce qui est curieux pour cet existentialiste proclamé, c'est que quand on lit la vieillesse, donc en fait, donc ces plaintes sont essentiellement d'ordre matérialiste. Je maintiens du fait que le sujet âgé, le vieux, ne vit pas dans le remaniement du soi. Le fait de dire que soi est un autre, excusez-moi, le fait de dire que soi est un autre me semble une idée triste et largement fausse. L'humain est certes en remodelage permanent, le soi comporte certes une part consciente, active, qui fait et a fait notre vie, mais il comprend également, et je me rejoins en cela de Lévinas, une part passive, implicite avec le déroulé de la vie. Une actualisation permanente se fait sur ces nouvelles bases auxquelles s'ajoutent de nouvelles contraintes et limites. Si l'altérité est perçue comme en soi, il s'agit en fait, ou déclaré comme tel, d'un regard décalé, d'un jugement de valeur qui marque le refus ou l'impossibilité de se voir pleinement. Mais dans les modalités du remodelage existent des incertitudes, incertitudes quand on se regarde, incertitudes quand on s'analyse, et puis en plus de ça, des incertitudes de son avenir sont évidentes, les modalités de la fin, la peur de la souffrance inquiète, il y a également les incertitudes du passé qui ne sont pas à négliger. L'attitude vitaliste est vouloir que l'homme vive son entièreté, et en suivant Lévinas, cette attitude ne se réduit pas à la pensée, mais comprend le passé, sa passivité fondamentale, son malgré soi. L'éthique alors prime et dépasse le concept d'autonomie. Cet élan vital et la permanence de l'être donc, sont des éléments fondamentaux et elles se manifestent dès les gestes les plus simples. Le plaisir d'un rayon de soleil, la goutte de vin dans le gosier, tout ça, c'est des éléments fondamentaux. Et cette conjonction d'élan vital et permanence de l'être sanctifie le temps présent en raison de la valeur inestimable de ces petites expériences, du carpe diem, dont cueille le jour présent sans te soucier du lendemain. Ils expliquent ces deux éléments, la poursuite des plaisirs, quelle qu'en soit la nature, la place majeure de la sexualité et du fantasme chez les sujets âgés. Donc, lorsque on fréquente les sujets âgés, on voit que la part de la sexualité, la part du fantasme est souvent même exacerbée, donc souvent certaines inhibitions ont sauté. Et ce qui est curieux, c'est que beaucoup de gens s'en étonnent, alors que finalement, depuis fort longtemps, la littérature a de nombreux exemples. Pensez chez Molière à Arnolphe dans l'école des femmes, pensez à Harpagon, pensez à Falstaff de Shakespeare, donc à Volpone avec Ben Jonson. Donc, il y a énormément de personnages dans la littérature qui sont des personnes âgées dont les désirs sont extrêmement exacerbés et souvent non inhibés. Naturellement, la réalisation de ces désirs sera beaucoup plus rapidement limitée chez le sujet âgé.
Néanmoins, ces concepts sont assez nietzschéens, faisant de la vie une énergie créatrice, une énergie en permanence, renouvellement, un élan qu'il convient de laisser librement s'exprimer avec pour seule limite autrui. Il valorise donc cette permanence de l'être et cette notion d'élan vital, donc le combat, la lutte. Cette attitude s'oppose naturellement au détachement du monde, à la sagesse des anciens que vante Cicéron. La noblesse des propos masque alors que le vieux est considéré comme hors jeu, que le détachement des plaisirs est en fait une privation. Ainsi, mon propos est volontairement vitaliste et si, d'après Ernest Mayr, donc, le vitalisme est tombé en désuétude chez les biologistes, force est constatée que Canguilhem considère le vitalisme comme une position de principe quasiment irréfutable. Il le pose comme, je cite, confiance dans la vitalité de la vie et répond à la méfiance permanente de la vie comme une mécanisation de la vie. Alors, lorsque l'on se propose de répondre à la question pourquoi je vis, donc là, je vous ai mis mes éléments, mais ensuite, il faut convaincre. Et convaincre le vieux n'est peut-être pas toujours une évidence, beaucoup plus facile que convaincre le jeune. Alors, il est important de le convaincre. Pourquoi? Parce que si on ne le convainc pas, on laisse place à un monde et au monde de l'absurde. Et pour citer le mythe de Sisyphe, donc pour citer Camus, je tire de l'absurde 3 conséquences qui sont ma révolte, ma liberté, ma passion. Par le seul jeu de ma conscience, je transforme en règle de vie ce qui était invitation à la mort et je refuse le suicide. Le monde où l'idée absurde sont ceux qui ne contiennent pas de relationnalité pour celui qui les perçoit, la révélation du statut de vieux plonge le sujet dans cet absurde et ne comprend pas la rationalité dans laquelle il est, et donc il faut arriver à le convaincre. La proposition vitaliste est-elle suffisante pour ce vieux qui s'interroge? Il ne faut pas oublier que notre vieux a vécu et vit dans un monde qui vante la jeunesse. Nous sommes dans un monde qui vante la consommation. La publicité, les médias proposent une qualité de vie qui n'est finalement que l'assouvissement de certains désirs. Les entreprises fonctionnent sur la performance, sur la croissance, et finalement, donc notre personne âgée a été éduquée, construite dans ce monde-là. Et notre position doit être suffisamment puissante, suffisamment alléchante pour s'opposer à ce système de valeurs dominant. D'autre part, donc, le sujet âgé est seul et se sent démuni. Et donc, il a besoin donc, de sentir qu'il compte encore pour quelqu'un. Même s'ils ne parlent pas, qu'ils semblent absents eux-mêmes, ils ont besoin que soit confirmé le non abondant. L'autonomie ne suffit pas, car l'autonomie a un rapport à l'autre qui me paraît une distanciation, et mon principal reproche est qu'elle réduit volontairement la place de l'autre. Toute société suppose en effet un échange entre humains avec première règle pour les sociétés démocratiques, l'avantage mutuel. Cette sociabilité donc n'est naturellement pas bornée avec l'âge. Il fut même un temps où la sagesse supposée des vieux s'imposait à la société et donc l'échange intergénérationnel est constant, mais il n'est possible que tous les âges sont mêlés. Et alors donc, pour avoir cet échange international, le vieux fait partie des personnages et il est indispensable. Mais s'il est permis de penser que la vieillesse participe à l'éducation de la société, de la finitude, elle permet donc à la société de savoir qu'il y a une temporalité humaine. Le sujet, lui, placé au cœur du phénomène, peine à percevoir ses apports à l'aventure humaine. Pour lui, cette vieillesse n'est que la préfiguration de la mort et il ne perçoit pas qu'il appartient à une chaîne du temps. Comme tu l'as dit tout à l'heure, donc, le vieux est fondamental dans notre société et le prophète Élie menace celui qui a fait des fautes. Il dit, il n'y aura plus de vieillard dans ta maison, c'est la malédiction donc, de celui qui n'a pas été fidèle. L'absence des vieillards, témoin du passé, lien vivant entre les générations, donc garantit la fidélité de l'homme à Dieu et donc c'est une malédiction pour celui qui se conduit mal.
L'importance du vieux en matière de transmission est naturellement évidente. Elle est devenue difficile, cette transmission du vieux, également par notre monde actuel. Donc, il y a 4 ans ou 5 ans, le téléphone portable n'était pas le même qu'aujourd'hui. Celui qui, pendant des années, a travaillé sur une machine a du mal à transmettre des notions, donc quand l'obsolescence du quotidien se fait souvent en quelques années. Donc, nous sommes là tous sur Zoom. Il n'était pas concevable il y a 5 ou 10 ans que nous soyons sur ce genre de médias. Et donc, les professeurs des universités qui ont 90 ans n'ont du mal à transmettre des choses de cet ordre-là. L'importance du vieux en matière de transmission est fondamentale. Il ne s'agit pourtant pas seulement des recettes de cuisine, il ne s'agit pas uniquement en matière de transmission de patrimoine, mais il faut ne pas oublier que ces phénomènes de transmission sont la base des légitimités politiques. On revient à ce moment-là d'ailleurs au roi Lear. La tragédie fondamentale du roi Lear revient d'un défaut de transmission. Je vous rappelle que Cornelia donc, refuse l'hypocrisie de ses sœurs et ne veut rien donc, de son père. Elle répond nocé. Et la réponse du roi, c'est le silence. Et de ce rien, de ce refus de transmission et de l'impossibilité du roi Lear de transmettre parce que sa fille refuse, eh bien, provient la tourmente. Cette position du vieux comme pierre angulaire de la transmission permet en plus de lui rendre une petite possibilité narcissique, et c'est toujours bon à prendre. À mon sens, le concept à retenir est celui de dignité, donc, et non pas, vous avez compris, celui d'autonomie. La dignité est le fondement de notre humanité, selon Kant, et apparaît dans le préambule et l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Je cite, « Une valeur absolue accordée à chaque homme en sa singularité, quelle que soit l'idée qu'autrui ou lui-même se fait de cette dignité, et donc quel que soit son âge ou son aspect extérieur. » Cette dignité donc s'impose avec la nature humaine du sujet, et non liée à ses actes. Elle continue naturellement à s'imposer quels que soient les effets de la maladie. Elle permet à la personne âgée de ne pas être évaluée, de ne pas être simplement pensée selon notre grille à agir qu'on utilise pour faire entrer les gens sur les EHPAD. Le vitalisme revient, et pour citer Paul Ricoeur, quelque chose est dû à l'être humain du fait qu'il est humain. Cette acception qui fait que toute personne mérite un respect inconditionnel me semble devoir être prolongée par toute personne, pour être digne, doit respecter l'autre comme personne physique ou morale. Donc la notion de dignité, toute personne mérite un respect inconditionnel, et toute personne, pour être digne, doit respecter l'autre personne physique ou morale. Deuxième proposition, et quelle est l'utilité de cette deuxième proposition? Eh bien, c'est la suppression du mot inconditionnel, et dans cette suppression du mot inconditionnel, je place naturellement l'indispensable libre arbitre. Notre dignité se distingue de l'autonomie par naturellement le rapport à l'autre. Ce rapport est de la dignité un rapport formel et informel, et les deux parties donc, ont droits et devoirs. L'âge et le handicap modifient la nature des droits et des devoirs, modifient les contraintes, mais pas l'existence des droits et devoirs de chacun. L'autre est, pour prendre un mot à consonance chrétienne, non seulement son projet, mais également soi-même. On a été quelqu'un, donc on est quelqu'un qui a changé, mais une certaine dignité par rapport à soi-même est également indispensable. Cette dignité dialogue fait de chacun, tout âge et handicap confondus, un être inséré dans la société pleinement, sans la mise à distance implicite que suppose l'autonomie. Cette insertion du vieux dans la société fait qu'il est pleinement acteur des débats qui s'y développent, bien sûr des débats sur l'euthanasie, des débats sur le suicide assisté, mais également le vieux doit participer et doit être écouté dans les débats, comme par exemple pour les grossesses médicalement assistées. Pourquoi cantonnerait-on nous, les vieux, dans les débats des vieux et refuserait de les entendre dans les débats des jeunes? Donc, les gens jeunes militent pour l'euthanasie, militent pour l'aide à la mort, à l'assistance à la mort, et donc ils militent pour des sujets de vieux, et donc le vieux a le droit de tous les débats. Cette dignité dialogue se caractérise également par une subjectivité affirmée, donc,
il n'est pas possible de vider notre question de pourquoi je vis de sa large part d'affect. Les sentiments les plus profonds, les désirs les plus superficiels, comme les postures les plus stupides, peuvent convenir comme réponse à des individus. Donc, la réponse de pourquoi je vis peut être une simple posture, mais ça dépend de l'être et de sa liberté. Dans ce concept de dignité respectée et requise, existent des devoirs dans les deux sens. Faire accepter à la personne âgée qu'ils ont des devoirs indépendants de leur état moral ou physique et les intègrent à la société et donnent sens à leur vie. Parmi ces obligations, certaines sont facilement acceptées par la plupart, comme la transmission, et cette éducation intergénérationnelle porte sur le savoir du vécu et non pas celui de la culture l'ivresse, le savoir de valeur. Parmi ces obligations, le vieux doit s'assurer de sa propre dignité par rapport à sa biographie, avec les corollaires de l'âge comme mode d'adaptation. Et la dignité de la puissance publique est naturellement d'assurer celle de ses membres, jeunes comme vieux, riches comme pauvres. Cette dignité s'applique naturellement aux déments comme aux grands handicapés ou aux patients dans des comas très prolongés. Le dialogue consubstantiel avec nos notions s'en trouve amputé, mais il existe quand même un diaspole entre le grand handicapé, le coma et la société. Je termine simplement pour dire que ce concept de dignité peut être volontiers critiqué comme une notion fourre-tout, problème classique avec un intitulé doté d'une très riche polysémie. Un néologisme serait à construire, mais arriver à un consensus sur un mot compréhensible à travers plusieurs générations est un défi. Surtout, le sujet, je vous le rappelle, n'est pas âgé, le vieux, donc n'est pas un sujet philosophique. Le réel est très varié, d'où l'intérêt de répondre à pourquoi je vis par un concept très élastique. Je vous remercie. Merci beaucoup de tout cet exposé, de ce balayage de tous les enjeux autour de la notion de vieux et l'état de la vieillesse. C'est un tableau très exhaustif en fait, qui montre d'abord une chose, c'est que c'est une question qu'on balaye et qu'on laisse de côté. Et que l'exposé de ta conférence, c'est de nous mettre devant une réalité de connaître. Bien, même on l'a vu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu as absolument parcouru l'intégralité des questions. J'ajouterais deux choses. J'ajouterais que j'aimerais, si c'est possible, sinon c'est un commencement, donc on aura l'occasion d'y revenir, mais le statut du vieux, parce que tu as parlé depuis le vieux, beaucoup. Le statut culturel, politique, symbolique du vieux dans les cultures et dans les sociétés. Ce que j'ai en disant la place du vieux dans la tradition, par exemple, biblique, c'est celle d'un être respectable et d'un être respecté et d'un être même auquel on attribue d'une façon générique, ce qui ne veut pas dire que dans la réalité, ça soit au cas par cas aussi vrai que le générique, mais de la sagesse, de l'expérience, et qu'à ce titre-là, il doit être honoré. Il y a des cultures qui ne l'honorent pas, et dans notre temps, j'aimerais voir qu'est-ce qu'il en est. Et je trouve que ça, c'était un petit peu manquant de quelle place occupe le vieux dans le collectif, dans l'imaginaire, je dirais, ou dans la sémantique collective et dans le langage collectif. Tu as abordé les questions de langage de façon très intéressante en disant, par exemple, et je trouve ça très important, que l'enjeu, ce n'est pas tant l'autonomie que la dignité. Et ça, c'est un déplacement lexical qui est un déplacement aussi éthique et psychique. Je pensais à d'autres choses. Par exemple, on observe dans les arts
Alors, je l'observe, les arts au sens générique des arts. La médecine aussi, c'est un art. Je veux dire, la psychanalyse est un art. Et puis, il y a l'art pictural, il y a l'art musical, il y a l'art de l'instrumentiste, etc. Je veux dire, à mesure de la vieillesse, il y a une espèce c'est pas de la sagesse qu'on gagne là, c'est une efficacité épurée de toutes les scories qui fait que on arrive à la simplicité sublime de la pertinence. C'est l'expérience du médecin au fil des années, c'est l'expérience du psychanalyste souvent, qui va directement à l'os de la chose, mais on l'observe chez les musiciens aussi. Je me souviens de l'ébahissement que j'avais eu personnellement devant John Lewis, qui est un grand pianiste de jazz, comment il était capable dans ses derniers disques de jouer d'une façon absolument sublime la simplicité de morceaux qu'on n'est pas capable d'avoir avant d'être passé par tous les degrés. Pourquoi dans nos sociétés on a une tendance à se mobiliser son attention, ses fantasmes, ses désirs vers l'enfant, par exemple, et le care vers l'enfant, et pourquoi cette dépendance de l'enfant est suscitante de tant d'attention, et c'est peut-être pertinent que ça soit comme ça, mais en tout cas, je trouve qu'il y a là quelque chose qui mériterait d'être creusé et d'être formulé. Ça, c'est ma question. Maintenant, si Christian est là. Oui. Tu veux que je parle? Vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, merci Gérard. Merci Gérard. Tu as déjà posé la moitié de la question que je voulais poser à Philippe, et je voudrais d'abord donc aussi remercier Philippe, comme tu l'as dit Gérard, pour sa véritable cartographie de la vieillesse aujourd'hui qu'il nous a présentée et qui permet effectivement de nous orienter un peu différemment aujourd'hui, et notamment par rapport à ce que je vais poser comme question à Philippe, d'un renouvellement en France et peut-être en Europe de la perception effectivement politique aussi de la vieillesse. Parce que, voilà, je formule ma question de la façon suivante, Philippe. J'ai le sentiment que cette pandémie que nous vivons actuellement a fait de la vieillesse, en France et en Europe, un véritable sujet politique. C'est-à-dire que la vieillesse est devenue un sujet politique à travers et grâce à cette pandémie, d'une certaine façon. Et je voudrais, à partir de là, si tu me rejoins sur cette question, de cette façon-là, je voudrais te poser une question classique de sociologie, telle que Marcel Mauss l'a posée. Est-ce qu'on peut considérer que la vieillesse est aujourd'hui, comme le disait Mauss, un fait social total? La vieillesse comme fait social total, en tant que s'y croise dans ce fait social de la vieillesse, non seulement la question du social et du sanitaire, mais aussi du politique. Et j'ai l'impression que la pandémie a mis ça en relief, et je voudrais l'illustrer à partir de deux exemples que je connais un peu. Par exemple, en Chine. En Chine, toute la culture chinoise depuis des siècles est orientée autour de ce qu'on appelle la piété filiale. Et la piété filiale, c'est quoi? C'est que les enfants constituent le sens de l'existence de la famille et des parents à partir du moment où, par la piété filiale, ils ont le devoir de s'occuper des parents vieillissants.
Donc, le vieillissement des parents oriente et donne un sens à la filiation et à l'organisation culturelle. C'est-à-dire, il y a une orientation de la culture à partir du point qui est celui du vieillissement. En Égypte, mon vieil ami Safon me disait, on dit en Égypte qu'on fait des enfants pour enterrer les parents. C'est aussi, c'est un peu mortifère, mais c'est aussi un point de la culture qui donne un sens à la relation parent-enfant et qui l'oriente d'une certaine façon. Donc, on voit bien comment le vieillissement, dans certaines cultures, plutôt que d'être rejeté à la marge, est d'une certaine façon un point qui donne un sens au social et aux politiques lui-même. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la France et de l'Europe? C'est la question que je te pose aujourd'hui. Voilà. Alors, beaucoup de choses à dire. Pour les arts et le vieux, je suis tout à fait… Alors, première chose que je commence, c'est que mon problème, je suis médecin, donc moi je me soigne des individus. Et l'individu sujet âgé, le vieux, donc a un problème à résoudre, c'est de répondre à sa question pourquoi je vis. Donc mon point de vue n'a pas été un point de vue de la vieillesse, mais le point de vue du vieux, ce qui sont deux choses différentes. La vieillesse, on va revenir au fait social donc total, et c'est vrai, mais celui qui est au milieu, qui est simplement le petit 1 dans un fait social total, se pose des questions, et c'est ce petit 1 qui représente donc une vingtaine de millions de gens bientôt dans notre pays, et donc ce petit 1 qui se pose cette question mérite une réponse spécifique qui répond à lui et qu'à lui. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire ici. Alors, sur les histoires du 1 qui vieillit, donc je reste encore dans le sujet avant de te répondre, donc, et par rapport à l'art, c'est vrai que l'âge permet des choses extraordinaires. Il y a un travail là que j'ai fait et que je pourrais un jour vous développer parce que c'est assez… Donc, c'est sur l'art du sujet âgé. Donc, et non, alors, il y a des publications sur les productions artistiques juste avant la mort, c'est un vieux topo, mais il y a également les productions artistiques des sujets âgés. Simplement, à l'esprit, comme ça, pensez à Michel-Ange, à plus de 90 ans, il est tombé donc d'une échelle parce qu'il baignait sur il est mort au suite de sa fracture du col du fémur. Et je vous rappelle que les derniers piétins, en particulier celles de Milan, ont été faites quand il avait 84 ou 85 ans. Vous avez juste la tête de la Vierge qui apparaît, et c'est dans de la pierre brute, il en a fait 3 comme ça, et donc il est d'une modernité extraordinaire, il a 90 ans. Pensez par exemple que les derniers Braque, je prends ce seul, les derniers Braque, donc c'est des tableaux qui ont beaucoup moins de valeur que les Braque précoces, mais là il a perdu toute contrainte, il n'est absolument plus dans ça de faire une école, et les derniers Braque sont d'une liberté extraordinaire. Ces barques sur les plages, par exemple, où quelques traits suffisent, c'est d'une force et d'une liberté, il est débarrassé de la contrainte de la jeunesse. Mais chez le musicien, pensez à Rossini, sa dernière messe, donc, qui est finalement la seule chose qui est intéressante chez lui, donc sa mère famille, qui est absolument extraordinaire. Donc c'est vrai que arrivé à un certain âge en matière des arts, donc, il y a une libération qui se fait. L'apprentissage était lent. Il a fallu se faire un nom, il a fallu travailler. Et puis arrive un moment où la liberté existe, et en particulier en musique et en peinture, cela se trouve, et en sculpture. Chez les écrivains, je l'avais étudié, mais je pourrais vous le sortir, la production s'arrête beaucoup plus précocement. On a assez l'impression que les écrivains écrivent leur premier livre qui est eux-mêmes, et puis ensuite, comme certains peintres, par exemple, là je pense par exemple à Chagall, qui ensuite fera toujours la même chose, donc ensuite c'est devenu un peu, il faut que je vive, donc il faut que je publie. Donc, et donc la production littéraire des écrivains s'arrête, et j'ai un souvenir de discussion avec Kundera, et Milan disait, à partir de cet âge, il ne faut plus écrire, et il a écrit des choses qui ne seront jamais publiées, parce qu'il pense qu'à partir de certain âge, il ne faut plus écrire. Donc, c'est vrai que certains arts se prêtent à la vieillesse, donc des arts en particulier où il y a beaucoup de contraintes, où il y a beaucoup de technologies, et puis arrive un moment où ils sont tellement maîtres de cela et qu'ils sont libres psychologiquement, qu'ils peuvent s'exprimer de manière tout à fait importante. Alors, la place, la perception du vieux, de qui suis-je quand je suis vieux, a naturellement énormément varié dans l'histoire et dans les civilisations.
il faut bien voir, c'est que la perception de chacun, et là, quand tu dis que c'est un fait social total, est vrai, et naturellement, la place de chacun est en fonction des structures économiques de chaque pays. Et dans les mondes agricoles ou dans les mondes agricoles, il faut avoir des bras. Eh bien, le rapport jeune-vieux, vieux-jeune est souvent lié, là on va faire du marxisme de bas de gamme, mais est souvent lié à la force productive. Selon les contraintes, vous prenez des peuples agraires, donc, eh bien, le détenant de la terre et la descendance, et puis donc, il y a un chemin où le tenant de la terre fait des bras pour exploiter la terre, donc c'est la main-d'œuvre qui se fait. Donc vous avez donc une sorte de pouvoir ascendant qui va sur les descendants, et puis d'autres cultures. Et je pense par exemple au monde juif, où on se dit qu'un juif est défini par son petit-fils. Eh bien, l'angoisse étant la descendance et la disparition, le chemin se fait à l'inverse. Donc, je pense que là, on rejoint le fait social total, c'est que le rapport qu'il y a entre générations est très, très, très largement confirmé par la structure sociale du monde dans lequel les gens vivent, total idéologique. Et quand tu parles du Covid, là aussi, je suis d'accord. Donc, ce qui est intéressant dans l'histoire de Covid, c'est ce que je disais à l'instant, c'est que finalement, le vieux, c'est un terrain de la philosophie extraordinaire. C'est-à-dire que finalement, actuellement, on a des situations compliquées. Qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit de nouveaux vieux et on réfléchit quelle place on leur donne. Donc, et c'est vrai qu'il y a des questions éthiques maintenant qu'on n'aurait jamais pu entendre il y a encore peu de temps. Le sujet âgé en EHPAD, dont l'espérance de vie est moyenne de 3 ans, on va dire, est-ce que ça vaut le coup de le vacciner, même si c'est lui qui est plus à risque? Et est-ce qu'il ne faut pas vacciner des forces productives, des gens plus jeunes avec une espérance de vie plus longue? Et donc, c'est vrai que la place du vieux dans notre société, donc si lui, il a toujours la pétoche de sortir, si lui, il se couvre en ayant peur d'attraper le Covid, et c'est ce point de vue, moi, qui m'intéresse entre médecins, donc lui reste avec sa peur, une peur supplémentaire, le Covid. La société se pose la question, comment elle peut déplacer ce paquet donc, pour que celui-ci ne soit pas trop handicapant. Et je trouve que c'est particulièrement à la gloire de notre société de vacciner donc, et de s'attarder en priorité chez les sujets âgés, avec finalement un investissement financier et un investissement de durée de vie relativement faible, enfin important financièrement et avec un retour faible, c'est-à-dire que les gens qui ont une durée de vie courte, on va quand même les préserver. Je trouve que c'est à notre gloire et qu'il faut absolument le faire. Mais c'est vrai également qu'on entend maintenant des remises en cause de la préservation du sujet âgé pour des raisons éthiques. Et quand tu dis que c'est pour des raisons économiques et sociologiques, et quand tu dis que on est dans un monde social total, je suis tout à fait d'accord. Merci. Ah. Nous avons perdu Rabi. Rabi. Oui, vous ne m'entendiez pas? Non. C'est ça? Pas du tout. Oui, je demandais à Monette si elle voulait intervenir. Elle a fait une intervention par écrit sur la marge. Régime de la loi Caillavet de 1976, on est donneur d'organes de fait, sauf si l'on en a exprimé le refus sur un registre. Cela inverse le processus du don. Cette loi, véritable RAP, ne recueille pas un consentement, mais un refus. Et elle interpelle sur ce sujet. Est-ce que Philippe, tu veux répondre? En pratique, alors,
pour avoir voilà. travailler dans des services de dons, etc., on ne va jamais, on a toujours le sentiment de la famille. Ça, c'est… donc, il n'y a pas de rapt d'organes en pratique, c'est pas vrai, ça. Je veux bien intervenir. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, je voulais rappeler, je répondais à la question de Ziva et de Jean-Pierre Liédot sur la définition de la mort en France. Cette loi, il n'empêche que le statut juridique, oui, mais je comprends très bien que par humanité élémentaire, les médecins fassent autrement et qu'il n'y ait pas de rapt d'organes, c'est pas tout à fait vrai. D'ailleurs, il m'est arrivé dans ma clientèle de recevoir une mère découvrant la loi au lendemain du décès accidentel de son fils de 18 ans, et je peux vous dire qu'il y avait eu bel et bien rapt d'organes. Alors, cette loi est très souvent méconnue à cause de sa violence par les médecins. Elle est, chaque fois elle est contournée ou évitée chaque fois que c'est possible. Il n'empêche que c'est un des phénomènes extrêmement choquants, à mon sens, de la brutalité dans le droit des années 70, de nommer don d'organes ce qui n'en est pas un. Voilà, je voulais simplement répondre à la question de Ziva et de Jean-Pierre. Dire ceci, bien sûr, n'est pas une opposition au don d'organes, mais c'est d'un point de vue anthropologique, quand sur des questions aussi sensibles, une société vit sous le joug de telles lois, c'est un viol subjectif, je crois, parfaitement indéfendable. Rien n'empêchait de recueillir le consentement d'une manière ou d'une autre. Et c'est sa brutalité même qui fait qu'elle est méconnue par les médecins. Mais ce n'est pas le sujet. On la connaît, hein, on la connaît parce qu'il y a des formulaires, etc. Enfin, on ne transplante pas quelqu'un, moi j'avais travaillé dans le cœur à temps, on ne transplante pas quelqu'un, il y a une procédure administrative lourde. Hein. Alors ça se fait… si vous êtes dans le métier, vous ne pouvez pas ne pas le savoir. Il y a trop de contraintes, ça vous est rappelé, enfin, vous pouvez… À moins que vous signiez sans regarder ce que vous signez systématiquement, mais c'est pas réel. Je vous remercie tous de votre attention et bonne soirée. À très bientôt. Merci beaucoup.